Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Donald Trump vient tout juste de terminer une conférence de presse désastreuse à la Maison-Blanche et la réalité fondamentale était impossible à cacher. Les nations du monde ont essentiellement rejeté sa demande d'aider les États-Unis à sécuriser le détroit d'Ormuz dans sa guerre désastreuse contre l'Iran. Il a tenté de faire passer cette humiliation en affirmant que les États-Unis n'avaient besoin de personne, que l'Amérique était la nation la plus forte de tous les temps, et que la seule raison pour laquelle il avait exigé l'aide d'autres pays pour sécuriser le détroit d'Ormuz, c'était pour les tester, et qu'ils avaient échoué à son test. C'était la version diplomatique de se faire laisser en vue, puis d'appeler ça un audit de loyauté. C'était la posture qu'il essayait de projeter, mais ça n'a fait que rendre toute la situation encore plus pathétique. Son argument, c'était que les États-Unis ont de loin l'armée la plus puissante du monde et n'ont besoin de personne, mais qui faisait quand même pression sur les alliés parce qu'ils voulaient voir comment ils réagiraient dans un moment de besoin. Il a présenté cela comme la preuve qu'il avait eu raison depuis des années, que si l'Amérique avait un jour vraiment besoin d'eux, ils ne seraient pas là. Il a pointé le Royaume-Uni du doigt et s'est plaint qu'il y a 2 semaines, il avait demandé des navires et n'avait pas obtenu la réponse qu'il voulait. Il a essayé de présenter cela comme une trahison après tout l'argent que les États-Unis dépensent dans l'OTAN et dans tous les engagements de sécurité plus larges pris par Washington. Il a mis cela en contraste avec le soutien à l'Ukraine, en soulignant que l'Ukraine se trouve à des milliers de kilomètres de l'autre côté d'un vaste océan, et en insistant sur le fait que l'Amérique n'était pas obligée de faire ça non plus. Il a même ajouté que Biden s'était fait complètement avoir. Le point central de toute cette tirade était clair. Trump voulait se présenter à la fois comme le protecteur lésé et comme le dirigeant tout-puissant qui, au fond, n'avait de toute façon besoin de personne. Dans ce scénario, chaque demande de faveur restée sans réponse devient, comme par magie, une preuve de sa grandeur. Cette contradiction n'a fait que s'aggraver au fil de son intervention. Pendant la fin de semaine, il avait affirmé que tous ces pays étaient prêts à former une coalition pour sécuriser le détroit d'Ormuz, mais quand on lui a demandé ce que cela voulait réellement dire, quels étaient ces pays et ce qu'ils prévoyaient faire, il n'a rien voulu dire. Il s'est réfugié derrière le secret en affirmant qu'il préférait ne pas révéler les noms pour l'instant et que Marco Rubio et d'autres feraient des annonces plus tard. Il a insisté sur le fait que certains pays étaient vraiment enthousiastes, déjà en route, déjà en train d'arriver, tout en laissant entendre que la distance et les océans expliquaient pourquoi rien de concret n'était encore visible. Tout cela sonnait faux. On avait l'impression d'un homme en train d'inventer une coalition qui n'existe pas et d'utiliser le flou comme couverture. La coalition semblait exister surtout dans ce brouillard familier où les détails vont mourir et où les lignes d'applaudissements vont se reproduire. Voilà pourquoi tout cela fait paraître les États-Unis totalement pathétiques en ce moment. Il a fait la même chose au sujet de l'Iran. Il a dit que l'Iran voulait conclure une entente, que des responsables iraniens parlent à des Américains et que peut être la presse l'entend et peut être pas. Il a ensuite bifurqué en qualifiant l'Iran de pays fondé sur la désinformation, en se plaignant maintenant qu'ils utilisent la désinformation plus l'intelligence artificielle, comme si cela expliquait tout. Mais l'idée générale de sa réponse était de donner l'impression que Téhéran est désespéré de parvenir à un accord et que c'est lui qui tient les cartes. C'est toujours le même argument de vente, le chaos à l'écran, le contrôle total dans la narration. Le problème, c'est que cela contredit ce qui est publiquement connu. L'Iran, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, a publiquement déclaré que Trump est délirant et qu'il ne veut pas d'entente. Il n'y a aucune négociation de cessez-le-feu en cours. En même temps, l'émissaire de Trump pour à peu près tout, Steve Witkoff, aurait essayé d'envoyer des textos au ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, sans obtenir de réponse. Ça ne projette pas une image de force. Ça paraît désespéré et faible. Il est difficile de jouer le rôle du grand négociateur quand l'autre camp traite votre prise de contact comme une notification de pourriel. Les contradictions se sont encore accentuées quand la discussion a porté sur le détroit d'Ormuz lui-même. Trump
affirmait que les États-Unis avaient détruit toutes les mines iraniennes, tous les navires poseurs de mines et tout ce qui était nécessaire pour dégager la voie. Pourtant, le détroit ne fonctionnait toujours pas normalement. Son explication était que même si l'Amérique pouvait le rouvrir, ça prend deux pour danser le tango, parce que les propriétaires de navires doivent encore décider de faire passer des bâtiments d'1 milliard de dollars dans une zone dangereuse. Il a réduit la question à cet exemple bizarre de PP en disant que si PP possède un navire sucrier d'1 milliard de dollars, PP pourrait préférer attendre au lieu de le faire passer immédiatement. Le point qu'il essayait de faire valoir, c'est que les acteurs commerciaux peuvent encore hésiter même après une intervention militaire, mais le résultat était décousu et absurde. Si tout avait vraiment été neutralisé comme il le prétendait, cette question n'aurait même pas eu autant de poids. Quand la doctrine stratégique commence à ressembler à un conte de quai de port sur PP et son navire sucrier, la confiance ne grimpe pas exactement. On lui a ensuite demandé combien de temps les prix de l'essence risquaient de rester aussi élevés, et au lieu de répondre sérieusement au fond de la question, il s'est vanté de ne pas avoir besoin de conseiller pour lui dire quoi que ce soit parce qu'il le sait déjà. Il a profité de ce moment pour se moquer de Keir Starmer en disant que le Premier ministre du Royaume-Uni lui avait dit qu'il rencontrait son équipe pour prendre une décision et que Trump lui avait répondu qu'il n'avait pas besoin de rencontrer une équipe puisqu'il était le Premier ministre et pouvait décider lui-même. Trump a essayé de présenter cela comme une preuve de fermeté, mais cela ressemblait surtout à du mépris pour l'expertise. Il a terminé cette séquence en promettant que lorsque tout cela sera terminé, les prix du pétrole vont baisser très très rapidement, l'inflation va baisser elle aussi, et tout le reste également. Dans le modèle trumpien de l'art de gouverner, la consultation est une faiblesse et l'improvisation devient, d'une manière ou d'une autre, une vertu. À un autre moment, il a explicitement qualifié cela de guerre, puis il s'est plaint qu'elle était injuste. Sa plainte, c'était que l'Amérique avait frappé chacun des poseurs de mines iraniens, que ces navires sophistiqués avaient disparu, mais qu'il suffit quand même d'une seule mine pour créer du danger. Donc, dans ce sens-là, la guerre serait injuste. C'est une plainte remarquable de la part de la personne qui a lancé une guerre illégale sans autorisation constitutionnelle. Il parlait comme si gagner devait signifier que l'autre camp perd le droit même de se défendre. L'état d'esprit était infantile. Il disait essentiellement que les États-Unis avaient déjà gagné, mais que l'Iran continuait de résister, donc que le conflit était injuste. Apparemment, dans son règlement, la victoire veut dire que l'autre camp est censé cesser d'exister au moment prévu. Il a ensuite transformé l'OTAN en autre sujet de ressentiment. Il a dit qu'il avait toujours estimé qu'une grande faiblesse de l'OTAN, c'était que l'Amérique les protégerait. Mais que lorsque l'Amérique est dans le besoin, eux ne protégeraient pas l'Amérique. Il a présenté la crise du détroit d'Ormuz comme précisément ce genre de moment, et a soutenu que si les États-Unis ont besoin de leurs chasseurs de mines, ou de n'importe quel équipement qu'ils peuvent avoir, en raison des situations auxquelles ils font face, ils devraient se précipiter pour aider parce que l'Amérique les aide depuis des années à rester hors de la guerre. Mais encore une fois, la contradiction était impossible à manquer. Il insistait toujours sur le fait que l'Amérique n'avait pas besoin de leur aide, tout en soutenant qu'il devrait se dépêcher de la fournir. C'était encore le vieux numéro. Une superpuissance qui demande du renfort tout en affirmant qu'elle appelle seulement pour prouver qu'elle n'avait jamais eu besoin d'appeler. Cette contradiction s'est prolongée dans son appel plus large aux autres nations. Il les a fortement encouragés à s'impliquer avec les États-Unis, à s'impliquer rapidement et à s'impliquer avec beaucoup d'enthousiasme. Il a dit que un certain nombre de pays lui avaient donné cela, et il a affirmé qu'il aimerait citer leur nom, mais qu'il ne savait pas s'ils voudraient qu'ils le fassent, parce que ils ne veulent pas être ciblés. C'était censé sonner comme de la discrétion et de la force. Au lieu de cela, cela ressemblait à un homme qui mendie un soutien visible, puis se replie derrière des excuses quand il est incapable de le produire. D'autres pays regardent cela et voient exactement ça. Aucun vrai plan, aucune stratégie cohérente,
et aucune raison de se laisser entraîner dans une opération téméraire menée par quelqu'un qui a l'air totalement pathétique. L'argumentaire, c'était l'urgence sans clarté, la fanfaronnade sans structure et la pression sans persuasion. Ce qui se passe réellement, si la vérité et les faits comptent, c'est que d'autres nations poursuivent des négociations bilatérales avec l'Iran et essaient d'obtenir des accords ponctuels pour elles-mêmes, pays par pays, de la façon dont l'Inde le fait en ce moment. Voilà à quoi ressemble la faiblesse des États-Unis sous Donald Trump. Il a fait faillite avec beaucoup d'entreprises dans sa vie et il est en train de faire la même chose en ce moment avec la crédibilité et le levier des États-Unis. Voilà ce qui arrive quand le théâtre de conférence de presse essaie de remplacer la stratégie. La salle devient plus bruyante pendant que le levier se rétrécit. Comme si tout cela ne suffisait pas, Trump voulait quand même que les gens sachent que même s'il est incapable de sécuriser le détroit d'Ormuz, il aurait soi-disant prédit Ben Laden et su d'avance ce que Ben Laden allait faire. Il a affirmé qu'il avait prédit que Oussama Ben Laden frapperait le World Trade Center, qu'il avait fait cette prédiction 1 an avant que cela n'arrive, qu'il l'avait regardé une fois et avait immédiatement conclu que c'était un mauvais gars, et qu'il avait même écrit cela dans un livre avant la chute des tours. Il a ajouté que le président Clinton avait eu une occasion de l'avoir et ne l'avait pas saisi, même s'il a dit qu'il ne le blâmait pas. Le message était évident. Même au milieu d'une crise actuelle, il voulait basculer dans sa propre mythologie et se vendre comme le prophète qui avait tout vu venir. Quand le désordre du présent devient impossible à défendre, le scénario s'égare de façon prévisible dans une vieille canonisation de soi. En même temps, il a qualifié l'Iran de tigre de papier. Cette affirmation s'effondre sous les faits mêmes dont il se plaignait. Si l'Iran est un tigre de papier, alors c'est un tigre de papier capable de perturber les flux mondiaux de pétrole avec des bombes et de fermer le détroit d'Ormuz pendant que les États-Unis sont toujours incapables d'exécuter la mission d'escorte navale dont Trump parlait depuis des semaines. Il a même essayé d'ajuster cette contradiction en disant que l'Iran n'était pas un tigre de papier il y a 2 semaines, mais qu'il en est un maintenant. C'est pas de l'analyse, c'est un dérapage verbal. L'étiquette change d'une phrase à l'autre, mais le problème de fond refuse obstinément de se plier à l'image de marque. Ses commentaires sur le pétrole et la Chine étaient tout aussi incohérents. Il a rappelé que la Chine tire 91% de son pétrole du détroit d'Ormuz et que le Japon en tire 95%. Puis il est revenu à son vieux ressentiment selon lequel l'Amérique protège ses routes depuis des années pendant que d'autres en dépendent. Mais de là, il a glissé vers une formule embrouillée à propos de Dig We Must et de Dig Me West. Comme si la politique de Trump se résumait simplement à davantage de forage intérieur, sauf qu'il était incapable de l'exprimer dans une phrase intelligible. Le point sous-jacent à ce fouillis verbal, c'était que l'Amérique devrait se concentrer sur son propre pétrole et en vouloir au fardeau que représente la protection des flux énergétiques d'autres pays, mais la manière de le dire faisait surtout entendre du non-sens. C'était moins une doctrine énergétique qu'un slogan qui dégringole dans un escalier. À partir de là, la conférence de presse a encore davantage dérivé. Il s'est mis à parler de la fermeture du Kennedy Center à cause du marbre, du beau marbre. Il a expliqué que quand on installe du nouveau marbre, on ne peut pas laisser les gens marcher dessus tous les soirs pendant qu'ils saignent et se fixent en allant voir une pièce. Selon lui, la meilleure façon de faire, c'est de fermer l'endroit, de faire les choses correctement, puis de le rouvrir en grande pompe pour qu'il soit meilleur qu'à l'origine. Il a présenté cela comme quelque chose qu'il comprend mieux que quiconque, parce que la construction est ce qu'il connaît le mieux au monde. C'est un autre exemple de la rapidité avec laquelle il peut passer de la guerre et de la sécurité énergétique à la vanité décorative et au langage du bâtiment, sans aucun sens des proportions. Seulement dans ce style de politique, une crise stratégique peut-elle bifurquer aussi facilement vers un séminaire sur les comptoirs. Puis il a sauté du beau marbre à une discussion sur l'ayatollah et les trônes. Il a dit que beaucoup de gens affirment que le fils de l'ayatollah, possible nouveau guide suprême, est gravement défiguré, qu'il a perdu une jambe,
qu'il a été très grièvement blessé, ou qu'il peut être même mort, tandis que personne ne dit qu'il est en parfaite santé. Il a opposé cela à l'ancien ayatollah, qui s'asseyait et crachait sa haine depuis une sorte de trône, même si Trump a tenu à préciser qu'il n'était pas aussi beau que le trône anglais, qu'il aime beaucoup mieux. Il l'a décrit comme une chaise luxueuse et a souligné que l'ancienne figure était souvent vue, alors que celle-ci ne l'a pas été du tout, ce qui pourrait vouloir dire bien des choses. Encore une fois, le schéma était évident. Ragot, spectacle, commentaires monarchiques sortis de nulle part et insinuations déguisées en analyse. Le briefing continuait de se dissoudre dans ce genre de bavardage, de parade qui prend l'ornement pour de la substance. Il a aussi trouvé le temps de parler de combat de l'UFC devant la Maison-Blanche. Il a dit que le 14 juin, l'UFC allait être là, que Dana White construisait littéralement un stade, une arène de 5000 places, juste devant la porte principale de la Maison-Blanche, et que environ 100 000 personnes seraient dans le parc de l'autre côté de la rue à regarder gratuitement sur 8 écrans géants. Cela est arrivé au milieu d'un point de presse sur la guerre, le pétrole et la sécurité nationale. Rien que cela en dit long sur son sens du sérieux. Dans ce modèle de production, gouverner n'est jamais qu'à un pas de devenir un forfait de spectacle en direct. Quand l'attention est revenue à la politique étrangère et qu'il a été confronté à la question d'une possible expansion de l'offensive terrestre israélienne dans le sud du Liban contre le Hezbollah, sa réponse a été tout aussi révélatrice. Il a dit que le Hezbollah est un problème depuis longtemps, puis il a raconté qu'il avait été avec une personne riche dont les parents vivent au Liban. Il a dit qu'il avait réagi presque avec incrédulité en demandant comment quelqu'un peut vivre au Liban, avant qu'on lui explique qu'au fil des années, les gens là-bas se sont habitués au fait que certaines parties du pays sont bombardées et que le danger est concentré dans certaines zones où se trouve le Hezbollah. Il a ensuite étendu ce même état d'esprit détaché à l'Ukraine en disant que les gens vivent là, eux aussi, qu'on pourrait penser qu'ils n'y vivraient pas, mais qu'ils y vivent. Il a ajouté que il ne sait pas, lui, s'il ferait ça, mais que eux le font. L'implication était grotesque, comme si des civils vivant dans des pays attaqués faisaient un étrange choix de mode de vie. Cet état d'esprit, c'est pas du leadership. C'est un vide moral. Dans sa manière de raconter, le fardeau semble toujours retomber sur les gens ordinaires parce qu'ils continuent simplement d'exister là où l'histoire les a coincés. Il a ensuite dérivé vers un autre détour de vanité, en pointant les beaux rideaux dorés derrière lui, puis en s'en servant comme transition pour parler d'une magnifique salle de bal en construction, la plus grande salle, avec des fondations profondes pour des raisons précises. Même à ce stade, avec tout le chaos géopolitique autour de lui, il n'a pas pu résister à revenir au décor, au spectacle et à l'imagerie de la construction. La mise en scène ne s'arrête jamais, même quand l'intrigue est en feu. Puis est venu le moment de la fanfaronnade. Il a déclaré que la puissante campagne militaire contre le régime iranien s'était poursuivie de toute sa force et que l'Iran avait été littéralement oblité. Il a dit que l'aviation est détruite, que la marine est détruite, que beaucoup de navires ont été coulés, que la défense anti-aérienne est décimée, que le radar a disparu et que les dirigeants ont disparu. Puis il a conclu avec cette formule, à part ça, ils vont très bien. Voilà la posture. L'anéantissement total proclamé publiquement après avoir passé toute la conférence de presse à supplier d'autres pays de l'aider et sans réussir à montrer qu'une coalition digne de ce nom s'est matérialisée. C'était de la vantardise pathologique mêlé à une incohérence stratégique, un narcissisme malin mêlé, à mon avis, à une détérioration cognitive évidente, le tout emballé dans la même performance. Il voulait dire que tout était terminé, qu'ils avaient été anéantis, que l'Amérique avait gagné. La formule est désormais bien connue, déclarer d'abord une victoire totale, puis espérer que la réalité se sente trop gênée pour objecter. La conférence de presse s'est terminée par un dernier affichage d'imprudence et de folie. Trump a révélé des renseignements médicaux confidentiels au sujet du député républicain Neil Dunn.
Il a monté cela comme une scène en disant qu'un homme avait été très malade et ne semblait pas pouvoir s'en sortir. Puis il a joué avec l'idée de dire son nom en demandant si d'autres personnes le connaissaient et si quelqu'un d'autre voulait le révéler, parce que le congressman en serait fier. Mike Johnson a ensuite expliqué que Neil Dunn, de la Floride, avait eu de graves problèmes de santé et un diagnostic sombre, et qu'il avait dit à Trump que Dunn continuait à venir travailler comme un patriote malgré tout cela. Quand le diagnostic a été décrit comme terminal, Trump a lancé qu'il serait mort d'ici juin. Johnson a aussitôt reconnu que cela n'était pas public. Mais le mal était déjà fait. Même la vie privée est traitée comme un accessoire de scène, quand l'instinct du spectacle dépasse toutes les autres limites. Voilà comment cela s'est terminé. Un président divulguant des renseignements médicaux privés, divagant sur la guerre, le pétrole, le marbre, les rideaux dorés, l'UFC, le Liban, l'Ukraine et le trône anglais, tout en se présentant à la fois comme omnipotent et victime, victorieux et abandonné, au-dessus de tout conseil et pourtant désespéré d'obtenir l'aide de ses alliés. C'était la conduite d'un maniaque complet. Ce pays a besoin d'adultes responsables. Même un enfant ferait nettement mieux que ça. À chaque tournant, la performance demandait au public de prendre le bruit pour de l'autorité et l'improvisation pour de la puissance. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France, Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.